Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société, une thématique cette semaine à l'accent québécois puisque nous accueillons sur notre plateau un architecte et un ingénieur de la belle province en visite dans les Vosges pour parler bien évidemment, vous vous en doutez, de bois et plus spécifiquement de la construction bois, l'occasion d'un petit comparatif entre les façons de faire de chaque côté de l'Atlantique. François Lezacker, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous n'êtes pas québécois, vous êtes de Gérardmer. Je suis architecte à Gérardmer et je suis spécialisé dans la construction de bois. Voilà. Et à vos côtés, Gaston Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte oui, à Chicoutimi, au Québec, c'est ça? Chicoutimi, au nord de Québec. Merci d'être sur ce plateau. Pascal Triboulot, bonjour. Bonjour. Directeur de l'ENSTIB. L'ENSTIB, on connaît l'acronyme, mais vous nous le reprécisez? Alors, c'est l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, qui est l'une des 10 écoles d'ingénieurs de la nouvelle université de Lorraine. Et vous êtes Je suis également professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Voilà, donc vous êtes avec vos amis sur le plateau. Absolument. Merci d'être avec nous. Sylvain Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur québécois. Enfin, ingénieur français exerçant au Québec. C'est exactement ça, membre de l'Ordre des ingénieurs et des ingénieurs forestiers au Québec et tout récemment professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis combien de temps vous êtes installé au Québec? Parce que précisons que vous avez fait vos études à Épinal. Oui, j'ai fait les études à l'ENSTIB, effectivement. J'ai eu Pascal Triboulot comme professeur et depuis 21 ans maintenant exerçant ma profession au Québec. Très bien. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Donc, on va parler de cette filière bois et puis de ce voyage d'études de nos amis québécois donc, sur notre département. Monsieur Boulet, une petite question toute simple. D'une façon très générale, la forêt au Québec, évidemment, on l'imagine immense. Quels sont, peut-être en quelques chiffres ou une petite description de cette forêt québécoise? Sans être un connaisseur en forêt, on me dit que c'est 5 fois la superficie des forêts de la France. D'accord. Est-ce qu'il y a, on imagine bien sûr la culture bois, la culture forêt au Québec, c'est vraiment une image d'Épinal si je peux me permettre, mais c'est toujours le cas, c'est toujours très prégnant, très important comme culture? C'est une industrie très importante, mais avec de grandes fluctuations. Alors la forêt, c'est aussi les papetières. Les papetières ont un déclin assez important. Quant à la construction, il y a un cycle. Et puis il y a une diversité qui est peut-être manquante. Mais c'est un peu pourquoi on est ici, là, pour essayer d'inculquer cette diversité-là. D'accord. Comment se porte-t-elle, cette forêt? Est-ce qu'elle est bien exploitée? Est-ce qu'elle est exploitée à son maximum? Est-ce qu'il y a encore une marge de progression dans l'exploitation de cette forêt québécoise? Ben, comme je vous le disais, je ne suis pas vraiment un forestier, mais ce qu'on me dit, c'est pas exploité de la meilleure façon. Alors, les règles sont en mutation. C'est en train d'évoluer. D'accord. Pascal Triboulot, vous avez observé la forêt québécoise avec attention par rapport à la forêt vosgienne? Oui, moi j'étais un observateur, un étrange comme on dit au Québec. Et pendant un an, j'ai eu cette chance de pouvoir un peu observer et puis pouvoir dire sans doute des choses en étant un observateur étranger. Et il y a un certain nombre de paradoxes qui existent. J'imagine que mes amis du Québec ne me contrediront pas sur mes propos, hein, n'est-ce pas Sylvain? Il y a effectivement une forêt qui est 5 fois plus importante que la forêt française et il y a un niveau d'exploitation qui est à peu près à 50% de l'exploitation française. Donc ce que l'on tire d'un potentiel extrêmement important est relativement faible. Et sur les dernières années qui se sont écoulées, c'est une filière, la filière forêt-bois, qui a vu le nombre de ses actifs, de ses salariés diminuer de manière tout à fait considérable. Les chiffres que j'ai en tête, c'est sur les 100 000 employés à peu près de cette filière-là, 40 000 avaient disparu dans les 5 dernières années. Donc alors, les forestiers québécois font aussi les frais de réorganisation de personnel comme en France avec l'ONF. Ouais, non, c'est pas exactement le même problème. Il y a des tas d'explications à tout ça. Mais pour moi, l'une des explications principales porte sur finalement une utilisation du bois qui s'est cantonnée dans l'utilisation du bois dans ce qu'on appelle le résidentiel, la maison individuelle, et puis peut-être une anticipation sur l'avenir qui a été moins forte qu'en Europe de manière générale, et en France en particulier, sur l'utilisation et le potentiel du matériau dans le non résidentiel. Et c'est entre autres une des raisons de ce voyage que l'on a mis en place entre l'Université du Québec à Chicoutimi et ici l'ENSTIB. Et le bois de construction, évidemment, justement, on va y venir tout au long de cette émission. Gaston Boulet, donc on l'a dit, le bois de construction utilisé de façon très importante dans les maisons particulières. Oui. Pourquoi uniquement les maisons particulières aujourd'hui?
au Québec? Je pense que face à l'abondance, on a peut-être manqué un virage, c'est-à-dire la mise en valeur de la ressource. J'avais dit dans une entrevue à Chicoutimi qu'on était comme, on s'était fait dire par le professeur Tribouleau, qu'on était comme une culture de 2 par 4. Alors, il se produit beaucoup de 2 par 4. C'est une technologie... 2 par 4, c'est le format. C'est ça. C'est le format des bouts de bois. Et c'est en pouces. Alors, je comprends que ça ne peut pas vous dire grand-chose, mais... 2 pouces par 4 pouces. C'est ça. C'est l'ossature légère, avec l'isolation entre les colombages. C'est simple, c'est accessible, mais il manque un bout de mise en valeur, effectivement. Et c'est pour ça que le 2 par 4 ne convient pas pour les bâtiments non résidentiels, convient peu. C'est pour ça que les bâtiments non résidentiels sont souvent en acier ou en béton. Puis il y a aussi un problème qu'on soulèvera plus tard, peut-être avec les relations entre les ingénieurs et les architectes. Alors quand on dit non résidentiel, on parle évidemment des bâtiments publics ou des bâtiments industriels. Commerce, industrie. Que ce soit une école ou un collège. Dans les Vosges, on a beaucoup de collèges qui sont fabriqués avec du bois. On réussit à mettre un petit accent de construction en bois lamelé collé dans une école, les gymnases par exemple, les rangs de portée. D'accord. Mais le reste, on n'a pas réussi encore à inculquer. Faute d'industriels qui le faisaient aussi, mais ça s'en vient. François Lozecker, c'est vraiment une différence dans les mentalités très importante, sachant qu'évidemment, en France, on est loin des 90% de maisons à ossature bois. 90% des maisons qui sont construites sont des maisons à ossature bois au Québec. En France, on en est loin. Mais... Oui, ce n'est pas le cas en France. Par contre, et sur les Vosges notamment ou d'autres régions en France, le bois était valorisé dans les bâtiments publics. Alors ça peut être des écoles, comme on le signalait, ça peut être aussi des bâtiments tertiaires, ou des logements de grande hauteur, des logements sociaux notamment, où le bois et l'avancée des technologies, notamment grâce aux écoles d'ingénieurs, nous ont permis maintenant de construire des bâtiments de plusieurs niveaux et d'avoir des performances thermiques en même temps qui sont exceptionnelles. Pascal Tribouleau, sur cette utilisation du bois, cette différence de mentalité, les choses évoluent en France? Les choses sur on va dire les 15 dernières années ont évolué de manière tout à fait considérable. C'est vrai, quand on revient sur le volet lié à la maison individuelle, il y a encore 5 ou 6 ans, le taux de pénétration de la maison en bois dans l'individuel, c'était quoi? C'était moins de 10%. Oui. Et aujourd'hui, sur un département comme les Vosges, on est à pratiquement 20%. Donc il y a eu en quelques années une évolution tout à fait considérable. Mais à mon sens, ce qui tire toute la filière, c'est toute l'ingénierie, c'est toute l'innovation qu'on peut apporter aux composants du bâtiment. Et à l'exemple des bâtiments que développe François, l'utilisation de panneaux en lamelé collés croisés, panneaux massifs, sont des éléments structuraux qui n'existaient pas sur le marché français il y a encore quelques années et couvrent un potentiel en matière de mise en œuvre qui ne demande qu'à être développé. Et il est fort à parier que ce développement va se poursuivre, bien entendu. D'accord. Et à la différence du Québec, c'est peut-être ça, c'est que dans une situation de confort, comme tu le disais Gaston, on ne s'est pas peut-être suffisamment posé des questions en matière d'innovation sur les produits du bâtiment. Même s'il y a un certain nombre de domaines où l'Amérique du Nord et le Québec en particulier étaient très en avance, je pense aux poutrelles en I ou des choses comme ça, sur lesquelles toi tu as travaillé par exemple. Sylvain Ménard? Je dirais peut-être pour compléter que la forêt est aussi à 90% publique au Québec, contrairement à en France où elle est à 70% privée. Donc le système de gestion de la forêt est très très différent. Il y a de plus en plus d'année en année de réduction de droits de coupe et d'aires protégées. D'accord. Donc à partir de la forêt, vraiment toute la chaîne de valeur du bois est traitée de manière très très différente. Moi quand je suis arrivé au Québec il y a une vingtaine d'années, c'était essentiellement une profession d'ingénieur forestier. Les ingénieurs en sciences du bois, on va les appeler comme ça, c'était une denrée qui commençait à se créer, mais qui était relativement rare. Et de plus en plus, effectivement, la valeur ajoutée du bois se crée et des usines de deuxième et troisième transformation. Donc, ce qui fait qu'actuellement, effectivement, dans le secteur résidentiel, c'est très marquant, plus de 90% de maisons ossature bois. Mais dans le non résidentiel, on parle d'à peu près une présence du matériau bois à 20% seulement du marché. Donc il y a encore un 80% à aller chercher. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette mission, un groupe d'ingénieurs et d'architectes, d'aller chercher certaines manières de faire pour aller chercher davantage de parts
pour le matériau bois dans le non résidentiel. Alors le non résidentiel, on va justement voir en image un exemple sur notre département. C'est la halte garderie de Tendon que vous connaissez tous. C'est une halte garderie qui est sortie de terre donc là en début d'année. On va la voir en image et la spécificité de cette construction, Pascal Triboulot, dites-moi si je me trompe, c'est bien évidemment d'avoir utilisé du bois local. C'est l'exemple à suivre, cette construction. Bon, moi, je ne suis pas un fanatique complet de cette idée de filière courte, de bois local. Je pense que pendant qu'on se chicane tous à essayer de dire que notre bois dans notre cour est meilleur que celui du voisin, les autres filières matériaux, que ce soit dans le domaine du béton ou de l'acier, se frottent les mains et se disent que les gens du bois sont en train un petit peu de perdre leur temps. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant dans l'exemple de Tendon, c'est d'introduire dans les systèmes constructifs une essence qui n'avait pas vocation à être utilisée dans le domaine du bâti, et en particulier l'utilisation du hêtre. Le hêtre, c'est presque par définition une essence qui est très spécifique dans le domaine de l'ameublement. C'est une essence qui n'a pas des caractéristiques de durabilité, entre autres, pour être utilisée dans le domaine du bâti. Et là, l'expérimentation qui a été montée prouve le contraire. Et c'est très intéressant parce que la pression sur les résineux en Europe et en France, et en particulier, est très importante. Et on sait très bien qu'on a un vrai problème dans l'utilisation des feuillus. Donc, faire la démonstration qu'on peut, avec des essences locales, mais peu importe qu'elles soient locales ou pas locales, mais qu'on peut avec du hêtre... En tout cas, des essences autres que celles utilisées habituellement. Que l'on peut avec du hêtre faire des bâtiments et de la construction, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et oui, je crois qu'on peut dire que cet exemple-là, qui est un exemple vosgien, et en tout état de cause en France, un véritable... c'est une première, c'est un démonstrateur, incontestablement. Et précisons des choses qui tombent sous le sens, mais ça vaut quand même le coup de les préciser, c'est que, évidemment, les épicéas, les résineux, c'est sur le massif, et que dans la plaine des Vosges, il y a énormément de feuillus, notamment la forêt de Darnès, c'est une chaîne hêtraie de 8000 hectares. Oui, tout à fait. Donc un potentiel gigantesque. Il y a un potentiel qui est extrêmement important en matière de valorisation des feuillus dans le domaine de la construction, ça c'est très clair. Et là encore, il y a beaucoup de choses à apprendre, à mettre en œuvre pour valoriser cette ressource-là qui aujourd'hui peine à trouver des débouchés, entre autres dans le secteur de l'ameublement, parce qu'on sait pertinemment que c'est un secteur à fort potentiel de délocalisation. Gaston Boulet, qu'est-ce que vous inspire les images qu'on vient de voir, ce bâtiment, cette halte garderie fabriquée, donc, je schématise un petit peu, avec des poteaux-poutres en feuillus? Ça pourrait être fait chez nous. Justement, c'est ce qu'on vient voir ici, voir jusqu'où on peut aller avec ça. Je parlais tout à l'heure d'obstacles, par exemple, et puis je vais en parler un petit peu maintenant. Nous, la réglementation est un frein, un peu, au développement des bâtiments non résidentiels en bois, parce qu'on est comme condamné à ne pas dépasser 3 étages en bois. Sauf que depuis 2010, le Code national, ce qui est la réglementation applicable, est maintenant en 2 volets. Alors, il y a le Code avec chaque article et chaque prescription, et il y a un Code par objectif. Alors, si on démontre qu'on peut répondre aux objectifs qui étaient visés par les spécifications originales, notre projet peut être accepté. Donc, il y a une réussite à Québec, le bâtiment Fondation, qui est un isobureau de 6 étages en bois, que tout le monde connaît, que tout le monde qui veut faire un peu de développement de bois cite en exemple, et puis qui défie un peu la réglementation, mais qui y répond parfaitement, puisqu'ils ont répondu aux objectifs d'affaires. Le deuxième obstacle chez nous, c'est justement la connaissance du matériel. Nos ingénieurs sont formés pour designer des structures d'acier, des structures de béton, mais en bois, il y a une petite problématique. Il y a un manque de formation. Je pense qu'il reconnaîtrait sans peine s'il devait travailler à ce que ça s'améliore, travaille fort. Pascal est venu nous dire, écoutez, nous, on a une école pour ça, venez nous voir, on va en former, on formera des formateurs qui viendront chez vous. Alors, quand ça sera passé, je pense qu'on a devant nous une belle filière à développer. D'accord. Un bel exemple. Et d'autant plus, dites-moi si je me trompe, j'ai trouvé ce chiffre qu'un des objectifs édictés par le gouvernement du Québec, c'est qu'au moins 30% des édifices non résidentiels soient construits en bois. Expliquez-nous ce chiffre. C'est vraiment un objectif, 30%. Les politiciens ont toujours un discours tendance. Alors, c'est un objectif, mais les moyens qu'ils mettent en place pour l'atteindre m'apparaissent un peu contradictoires. D'accord. Et on l'a bien compris, notamment en termes de formation, en termes de matière grise, à même de faire ça. En termes de commandes et de programmes, alors un bâtiment public qui serait financé par le gouvernement n'a pas toujours, dans l'énoncé du programme, l'obligation ou l'incitation forte à utiliser une structure de bois. D'accord.
ce qui fait qu'il y a contradiction un peu dans le discours. Mais c'est un objectif qui est énoncé, qui est public, qui est publié. C'est à nous de le rappeler, peut-être. Ben, vous ne vous gênerez pas, j'imagine. Non, je vais faire tout ce que je peux. François Lezecker, qu'est-ce que vous pensez de cette prise en main, j'allais dire, de cette problématique au Québec? On n'a pas en image, on n'a pas le bâtiment que vous avez construit à Saint-Dié-des-Vosges, mais vous avez construit un immeuble, vous avez été l'architecte d'un immeuble avec des poteaux-poutres en bois sur combien d'étages? Sur 5 niveaux en bois. 5 niveaux, oui. C'est une petite révolution. Non, ce n'est pas une révolution, il y en a eu d'autres avant. Mais en tout cas, c'était le premier sur notre département. Oui, sur notre département. Bon, il n'y a pas beaucoup de bâtiments de logement de cette hauteur, mais c'était possible d'une part, ce qu'on disait, parce que la filière le permettait, et parce qu'on a pu aussi, au niveau des textes, bien qu'on ait eu quelques difficultés pour tout ce qui est résistance au feu, on a pu contourner un peu les obstacles. Mais c'est un peu pareil, on est quand même pris par des contraintes aussi en France qui nous limitent aujourd'hui encore énormément. Et justement, si je peux me permettre, j'ai aussi le sentiment que la réglementation de la construction va avec les avancées, les évolutions que vous-même, professionnels, vous pouvez proposer. Oui, mais il y a toujours un petit retard au niveau de la partie réglementaire. Bon, elle évolue grâce aussi aux écoles d'ingénieurs. Je suppose que vous faites remonter les informations au niveau du ministère, mais on est souvent un petit peu contraint par des règles qui ont des référentiels qui sont souvent très anciens, notamment en acoustique. On a été plus bloqués, nous, par les problèmes acoustiques dans le bois, alors que les solutions existent. Elles sont étudiées à l'ENSTIB actuellement sur des projets innovants. Et je crois qu'actuellement, ce qu'il faut espérer, c'est qu'au niveau du législateur, il va y avoir des avancées qui permettent au bois de se développer, de rentrer dans des marchés aussi, pas seulement sur le marché neuf, mais par exemple pour la surélévation d'immeubles existants, sur l'isolation aussi par l'extérieur du patrimoine existant, où la place du bois est très importante. On va voir quelques images d'un projet auquel vous n'avez pas participé, mais qui a été pris en charge par le Toit Vosgien, le bailleur social sur Saint-Dié-des-Vosges. C'est une réhabilitation, voilà, oui, une réhabilitation d'un logement, d'un immeuble de logements sociaux à Raon-l'Étape. Et voilà, on a vu avant, on voit après. Là, le bois a été utilisé au maximum. C'est l'architecte Jean-Luc Schmitt, qui est à Saint-Dié, qui a réalisé cette extension et cette rénovation. C'est un axe de développement aussi intéressant, la rénovation. Très important, parce que notre patrimoine doit être rénové. Il y a un bâtiment des années 50 qui avait un bilan au niveau thermique qui était catastrophique, et là amené au niveau du passif. Donc, oui, et c'est peut-être une des grandes différences en matière de problématiques et d'approche du bois entre la France et le Québec. C'est qu'il y a une particularité de manière générale en Europe, c'est qu'on construit aujourd'hui en ayant un souci permanent en tête, c'est celui de la performance énergétique. Parce que le coût de l'énergie est très élevé. Et le Québec a cette chance inouïe d'avoir l'électricité la moins chère du monde. Donc l'approche par rapport à cet aspect-là des choses est aussi très différente. Sylvain Ménard, vous confirmez? Je confirme tout à fait. Ces problématiques d'économie d'énergie, elles sont beaucoup moins prégnantes au quotidien au Québec? Effectivement, la notion de performance énergétique, d'ailleurs on assistait à une conférence ce matin où tout le monde ouvrait grand les yeux. Les enjeux ne sont absolument pas les mêmes au Québec. Donc je pense que c'est un des paramètres qui a fait que le bois dans le non résidentiel a eu un essor pas mal plus important en France qu'au Québec. Il faut dire aussi que c'est une forêt qui est une forêt mélangée de résineux et de feuillus. Puis l'essence de bois privilégiée qu'on utilise en structure, c'est l'épinette noire, qui est une essence qui fait partie de la forêt boréale à croissance très lente. Donc je parlais de la forêt publique, d'une essence à croissance très lente, d'enjeux de performance énergétique totalement différents, ce qui fait que l'essor, effectivement, ne s'est pas fait aussi rapidement. Mais les conditions sont maintenant, je dirais, réunies. L'année 2013 va être pour moi un tournant du bois dans la structure non résidentielle au Québec. On a maintenant des centres de formation, des formations, que ce soit en formation continue en entreprise avec le Sésame, des centres de promotion du bois avec Sécobois, des organismes universitaires que je viens de rejoindre pour former nos ingénieurs en génie civil, non pas seulement sur le béton et l'acier, mais que le bois soit traité de façon équivalente aux autres matériaux. Des outils de calcul qui ont maintenant des modules bois et puis qui correspondent parfaitement à nos besoins. Et pour aller dans le sens de mon ami Gaston, une réglementation où maintenant tout le monde est conscient qu'elle doit évoluer.
de façon à ce que l'on puisse faire des multi-étages effectivement en bois. Donc il y a je dirais une vague de surf qui est en train d'arriver, puis on est dessus et la tendance vient. Et d'ailleurs, le gouvernement devrait normalement en 2013 sortir une charte bois. Je sais que dans les Vosges, une charte bois, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on est rendu à cette étape-là au Québec. Donc tous les instituts actuellement, on converge vers le même objectif. Et pour moi, c'est en 2013 que ça va se passer. Et la mission est vraiment un point culminant qui va permettre de continuer ces efforts-là. D'accord, pardon. Pour rester sur l'utilisation, la dernière utilisation de ce bois, on a aussi le bois énergie, évidemment. Pascal Triboul a précisé que l'énergie au Québec coûte peu. Le bois énergie, le bois de trituration pour les chaufferies bois, etc., c'est développé ou assez confidentiel encore? Ça reste encore marginal. Ça existe. Il y a des usines qui se chauffent entièrement à partir des résidus bois. Au niveau résidentiel, le bois de chauffage est, je dirais, encore largement utilisé, que ce soit comme chauffage principal en hiver ou chauffage d'appoint. Parce qu'on a vécu en 86 la tempête du verglas qui a fait que les gens ont été conscientisés que l'électricité ne pouvait pas toujours suffire à tous nos besoins. Et quand il n'y en a plus... les gens se retrouvent à mettre plusieurs couches de vêtements et à avoir de la difficulté à faire leur propre cuisine. Donc les gens se sont rééquipés de poêles à bois comme chauffage d'appoint. Mais il reste que ça n'a absolument pas les dimensions que ça a actuellement en Europe. Puis ça, c'est aussi une tendance qui fait partie de la nouvelle culture, je dirais, du bois qui s'en vient au Québec, là. Très bien. Peut-être une dernière différence qu'on va évoquer entre le Québec et les Vosges, c'est tout simplement le travail entre architectes et ingénieurs. Vous êtes sur le plateau de 2 architectes, 2 ingénieurs. Gaston Boulet, est-ce qu'au Québec, les architectes et les ingénieurs travaillent de concert, vraiment main dans la main pour élaborer des projets? Au regard de votre moue. Il y a une problématique. Effectivement, au niveau structure, premièrement, le bois ne fait pas toujours partie de l'équation. L'acier et le béton arrivent souvent sur la table, même si l'architecte dit on pourrait le faire en bois, on pourrait le faire en bois, on devrait le faire en bois. L'ingénieur est souvent le pied sur le frein, pour le dire poliment. Il y a l'invocation des coûts aussi, où la preuve n'est pas encore faite, n'est pas documentée, que le bois est compétitif au niveau coût à ce qu'est l'acier. Mais à ce niveau-là, on pourrait se dire qu'il peut y avoir un dumping de l'acier qui se dit le bois va mourir, on va rester à l'acier. Alors les prix peuvent être artificiellement bas sans qu'on le veuille. Mais la formation est manquante aussi. Alors l'ingénieur, je le comprends, c'est humain, doit avoir une performance économique aussi. Si en acier, les tables sont disponibles, les tables de calcul, c'est relativement facile, je pense qu'il n'y a pas l'intention de nous suivre dans notre aventure vers le bois. Mais on y travaille. Sylvain est là pour les représenter. Il y a quelques ingénieurs avec nous, les gens de Secobois dans la mission, qui vont diffuser l'affaire. Et je pense que si la connaissance du matériel est là, on pourra faire de grands pas. D'accord. François Lezecker, en France aussi, on a du travail sur ce plan-là. Oui, mais enfin, sur le décloisonnement architecte-ingénieur. Oui, mais là, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années. Mais il y a encore une belle marge de progression. Il y a une marge de progression, mais on a la chance déjà d'avoir une pépinière d'ingénieurs à Épinal, donc c'est important, parce qu'elle est venue alimenter les bureaux d'études des entreprises et des bureaux d'études indépendants. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème pour travailler avec des ingénieurs. Je veux dire, les ingénieurs structure bois sont présents et nous aident dans nos projets. Il n'y a pas de manque à ce niveau-là. D'accord. Sylvain Ménard, Pascal Triboulot, je vous en prie. Je crois que là, c'est un vrai problème et une vraie différence entre le Québec et la France. Ce relationnel et ce travail collectif entre l'ingénierie et l'architecture. Au Québec, j'avais utilisé quelques images, je disais que vous fonctionniez en silo. C'est-à-dire que les architectes travaillent d'un côté et puis finalement ils demandent poliment à l'ingénieur s'ils ont le droit de faire ce dont ils ont rêvé. Alors qu'en France, c'est un peu différent. En France, c'est l'architecte qui pilote et il demande à l'ingénieur de faire en sorte que son rêve soit possible. D'exécuter. Voilà, c'est ça. Et il y en a un qui est au service de l'autre et c'est un peu inversé entre le Québec et la France. L'ingénieur est directement au service du client et nous aussi. C'est 2 mandats parallèles. En silo, l'exemple est bon. Et si l'ingénieur invoque que pour sa spécialité, ça va s'avérer plus coûteux,
Le propriétaire l'entend et se retourne vers l'architecte. Il dit, pourquoi tu tiens absolument? Il faut faire un exercice de vente, nous, qui dépasse ce que vous avez à faire ici, je crois. Et un architecte en France s'entoure de l'équipe d'ingénierie qu'il souhaite utiliser. Et cette équipe d'ingénierie ne lui est pas imposée par le maître d'ouvrage. Voilà. Alors qu'au Québec, l'équipe d'ingénierie est imposée par le maître d'ouvrage. Donc ça crée un relationnel très différent. Et ça explique beaucoup de choses sur la difficulté que le bois a à prendre sa place au Québec. Parce que tous ces ingénieurs ont été formés sur l'acier et le béton, mais encore de manière très marginale sur le bois. Sauf à l'Université du Québec à Chicoutimi, où pour la première fois, et j'en suis un petit peu responsable, on a introduit des cours obligatoires sur le bois dans le cursus de formation des ingénieurs en génie civil. D'accord, la patte Tribouleau à l'Université du Québec. Bien présente. Sylvain Ménard, qu'est-ce que, j'allais dire, après quelques jours déjà de visite, et puis la visite va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, qu'est-ce que vous pensez tirer comme enseignement, autre que seulement avoir vu concrètement des réalisations de bâtiments publics ou collectifs, comme on les a vus en image tout à l'heure? Peut-être pour faire la transition du débat qui vient d'y avoir, je dirais qu'on a une belle brochette d'architectes et d'ingénieurs qui voyagent ensemble, qui travaillent ensemble, qui partagent des intérêts ensemble. Puis c'est exceptionnel, je pense, d'avoir cette occasion-là de se retrouver ensemble. D'ailleurs, avec Gaston, on ne se connaissait même pas. Et pourtant, c'est vrai que je viens d'arriver dans la région du Saguenay. Mais il y a un langage de communication aussi qui n'est pas le même entre les ingénieurs et les architectes. Et d'ailleurs, mon premier cours, même si j'enseigne l'ingénierie du bois, a été complètement consacré à l'architecture en bois, justement pour que ce travail d'équipe, il faut déjà en fixer les fondements dès le début de la formation des étudiants. Ici, à l'ENSTIB, il y a un master qui vient réunir les ingénieurs et les architectes, où on leur donne un langage commun et ils se retrouvent déjà au niveau de leur formation ensemble à travailler. D'accord. Pascal Tribouleau, très rapidement, qu'est-ce que de tels échanges, de tels voyages d'études peuvent apporter à l'ENSTIB, aux Vosges, j'allais dire au marché français de la construction bois? Je crois qu'il faut être fier de ce qu'on fait dans les Vosges. Si nos amis du Québec viennent voir, et ce ne sont pas les premiers, je me rappelle de la visite de Denis Lebel, qui est ministre d'État du Canada aujourd'hui, qui était venu un peu avant que je ne parte au Québec. C'était en 2010. En 2010, qui m'a dit, voilà, ce dont on a besoin au Québec, c'est ce que tu as fait à Épinal. Donc on a un modèle exportable. On a effectivement collaboré avec nos amis du Québec pour expliquer 2-3 choses et puis être fier de ce qu'on a fait. Et toute l'économie liée autour de la connaissance, ça fait partie des modèles économiques qui sont transposables et on travaille bien évidemment à ça. Avec pourquoi pas, c'est synonyme aussi de création d'emplois, pourquoi pas sur Épinal, pour développer cette ingénierie. Là aujourd'hui, j'aurais un petit peu de mal à chiffrer le nombre d'emplois qui vont résulter de la visite d'une semaine de nos amis du Québec. Certes. Faut peut-être pas trop m'en demander, mais il est clair que c'est la multiplication de ces échanges qui fait l'enrichissement collectif. Et autant les expériences telles qu'elles sont décrites par nos amis du Québec peuvent servir à notre propre réflexion pour améliorer les choses, pour les améliorer encore. Sur la performance énergétique, le Québec fait des choses très très bien. Bon, pas avec la même approche parce que la problématique de l'énergie n'est pas la même, mais on a à apprendre aussi. Donc on a un enrichissement mutuel qui ne peut que tirer vers le haut l'ensemble de nos deux pays. Si je dis pays pour le Québec, personne n'est fâché, surtout quand on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est dit. Merci à tous les quatre de votre participation à cette émission. Bon séjour, messieurs les Québécois, enfin franco-québécois maintenant. Merci. Bonne continuation, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À très bientôt.